Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire de l'Académie digitale des PME. Alors aujourd'hui, nous allons parler transformation digitale et justement, je vais passer la parole à Éric Prady et Corinne Leguerne de DigiSpin qui vont à la fois vous présenter le programme et vous expliquer quels seront les points clés sur lesquels ils vont intervenir lors de cette session. Éric et Corinne, je vous en prie. Merci Axel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, puisque je vois qu'il y a certains qui ont déjà participé, et j'en suis ravie, à des précédents webinaires. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire dans lequel effectivement Eric nous présentera un petit peu les ingrédients clés de la réussite de cette transformation digitale. Quelques mots sur le programme. Donc effectivement, il y a quelques mois maintenant, nous avons au sein d'un consortium composé de 4 entreprises guidées par CPME Paris-Île-de-France, répondu à un appel à projet lancé par France NUM, financé par BPI et des fonds européens, pour effectivement accompagner les entreprises, les TPE et les PME franciliennes. Donc ces 4 entreprises, vous les voyez un petit peu sur le bandeau qui sont en dessous, DigiSpin, Cyberzen et DPO. Donc Cyberzen spécialisé en cybersécurité, DPO sur l'aspect conformité des données, ce qu'on appelle RGPD. Et puis DigiSpin, eh bien nous traitons de 4 domaines que sont effectivement comment la stratégie en quelque sorte de digitalisation d'une entreprise, la digitalisation des process, l'intérêt du digital dans tout le volet de la relation client, et enfin dans la digitalisation, j'avais parlé déjà des process, et dans les canaux de vente, e-commerce, plateforme internet, etc. Donc nous animons régulièrement des webinaires sur ces différents thèmes afin de vous donner de l'information, comment lancer votre transformation digitale, comment vous y prendre et quels sont tous les atouts, les bénéfices que vous pouvez en tirer. Ce webinaire va durer 45 minutes. Il sera ensuite disponible en replay, comme d'autres peuvent l'être sur la plateforme. À noter aussi que dans l'Académie digitale des PME, vous disposez d'un diagnostic complètement gratuit qui vous permet de vous situer sur les 6 axes que j'ai évoqués tout à l'heure, et ce qui vous permet aussi de mieux cibler peut-être les webinaires que vous allez pouvoir suivre, et de voir par où commencer, en quelque sorte, dans la mise en œuvre de ce digital ou dans l'accélération de sa mise en œuvre pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc ce webinaire, 45 minutes à peu près. Nous garderons un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser via le chat ou via l'espace de commentaires que vous avez à droite. Mais il est plus facile, je pense, d'y répondre à la fin qu'au fil du discours. Ça permettra à Eric de développer ses idées sur chacun des points évoqués. Quelques mots sur DigiSpin avant de rentrer dans le vif du sujet avec Eric. Donc DigiSpin est un cabinet, j'allais dire, virtuel, vous pourrez l'appeler comme ça, qui a pour vocation d'accompagner les TPE et PME. Alors, notre raison d'être qui figure dans la bas de ce slide présente bien notre projet, puisque ce que nous souhaitons, c'est pouvoir accompagner ces petites entreprises au même titre que les grandes le sont déjà depuis longtemps par des cabinets bien réputés ou des sociétés informatiques bien réputées, pour vraiment qu'ils puissent bénéficier de manière équitable, on va dire, ou de manière inclusive, comme on peut le dire, du même support, puisqu'effectivement, se lancer seul dans une transformation numérique, c'est quelquefois un peu difficile, et donc bénéficier de ce support. Et nous leur apportons par une communauté de 150 consultants qui sont des indépendants et qui présentent une palette de compétences très variées. Donc inclusif, c'est à la fois pour les entreprises et aussi pour ces consultants, puisque mettre en relation ces deux populations, c'est quelque chose d'essentiel pour l'écosystème, pour le tissu numérique, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre mission. Le second sujet qui se relie quand même au suivant, c'est que effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, et je le constate encore régulièrement lorsque j'échange avec des TPE et PME, c'est que le digital, quelquefois, peut être perçu comme, j'allais dire, une planche de salut, hein, par exemple, comme dans la période juste post-Covid pour relancer plus vite l'activité. Mais il y a quelquefois des craintes et des réticences liées à des méconnaissances, liées à la non-maîtrise du digital. Et là-dessus, ça fait partie des choses un petit peu traditionnelles qu'on rencontre. Et donc, nous veillons aussi à pouvoir accompagner les entreprises avec une forte composante d'intelligence collective avec leurs collaborateurs, avec leurs partenaires et avec nous aussi pour que vraiment ces groupes que nous constituons puissent avancer
en mode agile, c'est-à-dire par petits pas, par des grandes, c'est pas des grandes transformations, mais c'est des petites choses qui, mises bout à bout, vont faire en sorte que l'entreprise va pouvoir s'adapter à son environnement, va pouvoir se transformer à terme aussi. Et en tout cas, nous travaillons sur ce mode agile dans ce qu'on appelle le try and learn, hein, c'est-à-dire que j'avance, je regarde ce que ça donne et ensuite je passe plus à la généralisation si ça marche bien. La caractéristique aussi, c'est que nous avons mis en place tout un écosystème de partenariats solutions innovants. Parce qu'effectivement, les solutions, on va dire, traditionnelles du marché sont souvent, les solutions packagées, sont souvent inadaptées au contexte particulier des petites entreprises, notamment en termes de coûts ou en termes de larges fonctions qui ne sont pas toujours utilisées, et puis contraignant aussi en termes de projets. Et donc, nous travaillons, nous, avec des partenaires qui ont des solutions qui sont rapides à mettre à l'emploi, qui sont adaptables et personnalisables pour être vraiment sur mesure avec l'entreprise en question. Et pour cela, évidemment, nous pilotons directement les projets pour que le client n'ait pas forcément de soucis à se poser. Alors, pour revenir un petit peu aux différents sujets dont on a parlé tout à l'heure dans le programme du digital. Ah, je pense qu'on a une petite interruption de Corinne. Excusez-moi, le micro s'est coupé, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, Pas de problème. Donc, le premier axe, c'est le fait que l'entreprise doit s'adapter à la digitalisation de son écosystème. Je vais citer 2 exemples simples. J'ai encore coupé le micro, non, ça va? Non, 2 exemples simples. pardon Corinne, mais ta caméra est off par contre. Bah, Donc, on t'entend, mais on ne te voit plus à l'image. Je pense que je vais repasser la main à Eric parce que j'ai des soucis. Alors Eric aussi, je pense qu'on t'entend si tu t'exprimes. Alors je vais m'exprimer, excusez-moi, mais voilà, j'ai des petits problèmes de ligne ou c'est la Pas de plateforme. problème. Bon, On Eric, t'entend en tout cas. vous m'entendez, donc je vais poursuivre sans que vous me voyez. Donc l'adaptation facilitée à l'écosystème, je vais vous donner 2 axes pour pouvoir comprendre. Le travail à distance, ou maintenant on parle de travail hybride, hein, puisque c'est un mix de travail à distance et de travail sur place, conduit l'entreprise à avoir un mode de fonctionnement adapté, pas seulement au plan technique, c'est-à-dire que le collaborateur doit travailler depuis un poste à distance, etc., mais aussi au plan management, au plan accompagnement, au plan suivi du travail, délégation d'un certain nombre de tâches, etc. Ça, c'est une forme que, effectivement, le digital va permettre. Et nous avons construit une offre qui s'appelle Digistentiel pour pouvoir justement accompagner sur tous les volets, qu'ils soient humains, organisationnels ou techniques, l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est que l'entreprise va pouvoir optimiser son efficience et sa croissance par effet subséquent, j'allais dire, avec le digital. 2 exemples, c'est la digitalisation des process. Nous avons mis ici l'exemple des paiements digitaux. Il y a d'ailleurs eu un webinaire il y a quelque temps sur ce sujet. Mais effectivement, le fait d'utiliser des paiements digitaux va accélérer les encaissements, les faciliter et éviter aussi de consommer de l'énergie, notamment sur des tâches de relance. Et puis, l'accélération de la croissance, c'est aussi l'amélioration de l'efficience dans la prospection notamment, avec tout ce qui va être web marketing, qui va permettre d'accéder à des publics qu'on n'avait pas jusqu'alors, ou bien d'avoir des leviers de croissance très importants. Et puis, lorsque l'entreprise s'est adaptée, lorsqu'elle a optimisé son fonctionnement par les process ou par la croissance, eh bien, il peut y avoir des étapes un petit peu plus importantes à franchir, ce qu'on appelle donc la réinvention concernée ou la transformation de son offre, de son business model. Et là aussi, on a construit une offre qui va permettre effectivement à l'entreprise de remettre un petit peu à plat, faire un diagnostic de l'entreprise à 360 degrés, de regarder comment est son écosystème et de voir de quelle manière elle peut transformer ses offres ou bien transformer son fonctionnement, comme on parle de business model, en fonction des nouveaux usages, en fonction des nouvelles attentes de ses clients, etc. Donc ça, c'est vraiment les 4 axes principaux. Et puis, pour pouvoir aussi continuer à accompagner nos clients qui se trouvent à différents stades de maturité, on a un diagnostic qui est un peu plus sophistiqué, plus complet, on va dire, que celui des PME, mais qui permet à l'entreprise de voir aussi par où elle doit commencer. Et puis, nous avons construit une offre de formation, d'accompagnement, de sensibilisation, qu'on a baptisée DigiSkill, qui va permettre à l'entreprise, là aussi,
de pouvoir compléter ses compétences, de pouvoir aussi, comprendre comment optimiser et avec des formes, originales, je dirais, de formation puisque nous envisageons de faire travailler les dirigeants entre eux, dans des séminaires, de les faire venir aussi éventuellement avec leur équipe s'ils le préfèrent ou bien de travailler en mode intra-entreprise. Je rappelle que nous sommes certifiés Calliope et que donc tout cela est pris en compte pour les entreprises de moins de 50 personnes complètement par votre OPCO. Donc ça fait partie aussi des choses importantes que je souhaitais souligner. Je vais passer maintenant la parole à Eric qui va, je pense après s'être présenté, rentrer dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Merci Corinne et bonjour à tous. Donc très rapidement en ce qui me concerne, donc j'ai cofondé DigiSpin dont vient de parler de Corinne il y a un petit peu plus de 2 ans et tout ça après une très longue carrière dans deux grands groupes informatiques et 2 grands groupes de télécommunications. Donc j'ai eu la chance dans la première partie de ma carrière, si je puis dire, professionnelle, d'être un petit peu au cœur de ces innovations technologiques qui ont eu lieu et qui ont permis la transformation numérique, qu'elle soit dans l'informatique ou dans les télécommunications, d'accompagner de très nombreux clients dans la mise en œuvre de ces innovations pour l'évolution ou même la transformation de leur propre business model. Et depuis 2 ans, donc un peu plus de 2 ans, d'accompagner un certain nombre d'entreprises plus petites et donc d'acquérir une expérience nouvelle et très enrichissante, fondée sur la diversité des clients, telle qu'elle a été décrite par Corinne, et la diversité de la communauté que nous avons constituée autour de nous. Diversité en termes de compétences, diversité en termes d'expérience et donc d'une grande richesse. Et donc, mon objectif aujourd'hui est très simple et en même temps plein d'humilité, c'est de partager une partie de cette expérience donc, qui a été accumulée pendant de nombreuses années et toujours dans l'accompagnement de clients. Et puis, d'en déduire quelques principes qui se sont forgés au cours des années et puis surtout de partager beaucoup de vécu. Parce que par rapport à un sujet comme celui qu'on aborde aujourd'hui, qui sont les clés de la transformation digitale, je pense qu'il y a une petite partie qui relève de ce qu'on appelle le dogme et donc les principes, mais il y a beaucoup qui relève du vécu, de l'expérience du vécu. Et quand on parle de clés de réussite, c'est que ce vécu est fait d'un certain nombre de choses qui ont marché et puis d'un certain nombre de choses qu'on a vu ne pas marcher. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans les 30-40 minutes qui viennent. Alors, le premier point, et je pense que c'est le thème, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que la transformation digitale d'une entreprise, c'est par essence et par histoire, finalement, toujours la chronique d'un demi-échec annoncé? Et autrement dit, y a-t-il une espèce de fatalité qui fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne réussira qu'à moitié ce qu'on avait l'ambition de faire? Alors, le premier point, il est important d'aller effectivement à travers quelques faits. D'abord, effectivement, les statistiques sont parlantes en ce sens. Alors, d'après le Boston Consulting Group, et ce sont des chiffres qui ont été confirmés d'ailleurs dans les premiers résultats de 2021, ceux-ci datent de 2020, eh bien, en ce qui concerne l'ensemble des transformations digitales, on considère que plus des 2/3 des transformations digitales n'atteignent pas leurs objectifs. Et quand on dit leurs objectifs, c'est-à-dire les objectifs, bien entendu, qui avaient été fixés et mesurables au début et à la décision de la transformation digitale, de lancer la transformation digitale. Le deuxième point qui est très important, c'est de se dire qu'il y a 2 facteurs majeurs d'échec. Et dans toutes les publications que vous pouvez lire ou dans toutes les études que vous pouvez trouver sur ce sujet, il y a toujours 2 facteurs majeurs d'échec qui sont relevés de façon très consensuelle. Le premier a trait au projet et donc à la façon d'organiser le projet, de le définir, de l'organiser, de le piloter. Donc tous les critères qui sont relatifs au pilotage d'un bon projet, si je puis dire. Et puis le deuxième élément très important, c'est la prise en compte très insuffisante du facteur humain. Donc, une fois de plus, pour réinsister, 2/3 n'atteignent pas leurs objectifs. Pour ces 2/3, on a toujours 2 raisons fondamentales. La première, c'est la mauvaise définition, le mauvais pilotage du projet en tant que tel.
La deuxième, c'est la prise en compte absolument insuffisante du facteur humain dans toute la dynamique et dans tout le projet de transformation. Alors, c'est d'ailleurs intéressant de noter que ces deux critères-là reviennent d'une façon générale dans tous les projets de transformation. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une longue carrière avec de très nombreuses activités projets, accompagnement de clients dans leurs projets de nature informatique, de nature télécommunication. C'est quelque chose aussi qu'on relève dans tous les projets, que ce soit des projets de déménagement, que ce soit des projets de restructuration, enfin tout ce qui a trait à une évolution au sein d'une entreprise. Et on trouve toujours ces deux facteurs qui sont, un, relatif à la façon dont le projet a été défini et mené, deux, la façon dont l'humain et le facteur humain étaient pris en compte dans le projet. Alors, il est évident qu'une transformation digitale est quelque chose d'un petit peu particulier. Elle a les caractéristiques d'une transformation, mais s'y ajoutent, bien entendu, les caractéristiques et ce que veut dire le digital. Et ce que veut dire le digital dans une définition très large et sur une série d'impacts très larges. Tout à l'heure, Corinne en évoquait un certain nombre en parlant de notre logique d'accompagnement et d'assistance aux entreprises dans leur transformation digitale. Mais n'oublions pas qu'il y a ces deux éléments et qu'en particulier, elles s'appuient sur des nombreuses innovations technologiques. Ce qui a accéléré la transformation digitale, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est la coexistence, le synchronisme de de nombreuses innovations technologiques dans le domaine de l'informatique, aussi bien en termes de traitement que d'analyse des données, que de puissance de calcul, et dans les communications, à travers en particulier tous les aspects, bien sûr, de capacité de télécommunication des réseaux, de capacité de localisation grâce aux solutions de télécommunication mobile, etc. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces nombreuses innovations technologiques, comme vous le savez, impactent directement les comportements individuels au quotidien. Avec la transformation digitale, avec l'innovation relative au digital, on touche au comportement individuel au quotidien. On touche aux usages individuels. Par ailleurs, bien entendu, ces nombreuses innovations technologiques apportent des opportunités et des opportunités significatives qui ont trait à la simplification, qui ont trait à la flexibilité, qui ont trait à la nouveauté et donc d'une façon générale qui ont trait à l'amélioration du quotidien des individus. Parce qu'un certain nombre de choses qu'ils ont l'habitude de faire ou qu'ils vont vouloir faire ou qu'ils vont vouloir ne plus faire sont simplifiées, peuvent disparaître, sont beaucoup plus flexibles et ont une attraction, un caractère nouveau qui est particulièrement attractif. Par contre, il faut toujours avoir en tête, et une fois de plus, Corinne insistait aussi là-dessus tout à l'heure, que ces innovations technologiques suscitent aussi des craintes, suscitent des réticences, suscitent ou génèrent des oppositions. Et donc finalement, ces innovations qui touchent aux usages, qui touchent à l'individu dans son quotidien, sont un ensemble d'opportunités et sont aussi perçues comme un ensemble de craintes, de réticences, voire d'opposition. Et donc quand on décide d'aller dans une logique de transformation grâce au digital, il faut absolument avoir en tête qu'on va s'adresser à des êtres humains, on va associer des collaborateurs, on va associer des clients, on va associer des fournisseurs, et que tout ça, ça va impacter leur quotidien, ça va bien entendu leur apporter plus de simplicité, de flexibilité, de nouveauté, mais ça va aussi susciter chez eux des craintes, des réticences et quelquefois des oppositions. Et donc, quand on a ça en tête, on peut commencer à réfléchir en se disant, mais comment éviter cette fatalité? Comment éviter le fait que dans 2/3 des cas, on va réussir très partiellement ce qu'on a envie de faire? Et donc, comment vais-je faire partie, lorsque je lance mon propre projet, du tiers qui réussit plutôt que des 2/3 qui réussissent à moitié ou ne réussissent pas du tout? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je voudrais d'abord partager quelques principes et ensuite parler de vécu.
Et une fois de plus, hein, je réinsiste, ce sont des principes qui sont forgés par l'expérience, hein, donc qui sont bien entendu un petit peu arbitraires, un petit peu personnels, en tout cas quand je dis personnel, bien sûr partagé par une équipe, partagé par l'équipe en particulier que nous constituons autour de DigiSpin, hein, mais bien entendu, ils sont relatifs et ça n'est, si je puis dire, que mon expérience ou que notre expérience. La première chose, je pense qu'il est très important, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment vu au fur des années, au fur et à mesure des années, c'est d'avoir en tête qu'un projet donné de transformation digitale doit être au service d'un seul objectif business. C'est quelque chose sur lequel j'insiste parce qu'on a pu observer, en particulier au début ou lorsqu'une entreprise se lance dans sa transformation digitale, ou il y a quelques années, de se dire le digital sert à tout et donc le digital va me permettre de toucher à tout. Eh bien, l'expérience démontre, et le bon sens aussi, mais en tout cas l'expérience le démontre, qu'on ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs business à travers un projet de transformation digitale. Et que ces projets-là, il faut que ça soit un des 4 points suivants. Soit on va se lancer dans une transformation digitale pour s'adapter à des contraintes. Parce que le digital a généré un certain nombre de contraintes, des contraintes réglementaires, des contraintes liées à mes clients. Tel ou tel client veut recevoir ses factures à travers un portail de facturation, tel ou tel de mes fournisseurs. Et donc, autrement dit, soit je décide de faire un certain nombre de choses et d'avancer dans la digitalisation de l'entreprise pour m'adapter à des contraintes que j'ai identifiées. Soit je vise une augmentation significative de l'efficience de mon entreprise, de la productivité, de l'efficacité de mon entreprise, de faire, comme on dit, un saut en termes de ce que ça me coûte de faire autant que ce que je fais aujourd'hui, ce que ça me coûte de faire plus. Et donc tout ça pour l'augmenter de façon significative et finalement pour trouver de la compétitivité dans mes propres modes de fonctionnement. Le troisième point, c'est tout ce qui relève de la croissance des ventes, de la croissance des parts de marché, du développement de mon activité, du développement de mon chiffre d'affaires, du développement de ma pénétration. Et quatrième élément, c'est ce qui relève plutôt de la réinvention. C'est-à-dire que le digital me permet de repenser mon modèle commercial, me permet de repenser mon offre, me permet de repenser mon mode d'organisation. Et ceci, soit parce que je suis toujours en pointe et veux toujours aller de l'avant, soit parce que j'ai une pression concurrentielle très forte. Et ce premier principe, une fois de plus, est très important. Parce que mobiliser une équipe autour, par exemple, d'une croissance des ventes, ou mobiliser une équipe, mobiliser un certain nombre d'actions autour de l'adaptation à des contraintes, sont des logiques différentes, sont des modes de motivation différentes, font appel aux qualités de vos employés qui sont différentes. Et donc, autrement dit, il est très important de décider qu'on va s'attaquer à l'un de ces points avec son projet de transformation et seulement à l'un de ces points, en tout cas avec le projet dont il s'agit. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est de se dire qu'une transformation, en particulier quand elle est digitale, doit être progressive. Le terme de transformation, en particulier, et on l'observe aujourd'hui, comme je pense qu'on le partage, on est dans une période économique, une période au sein du monde occidental, par exemple, qui est plus soucieux qu'avant, qui est plus anxieux qu'avant, et où finalement le terme de transformation suscite plus d'interrogations et d'anxiété qu'auparavant. Et donc, tout ceci doit absolument permettre ou imposer une logique progressive dans la transformation. Le Big Bang n'existe pas. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas un basculement de l'ancien au moderne. Ce n'est pas passer d'un monde des ténèbres à un monde tout d'un coup lumineux.
c'est une démarche progressive et qui, par définition, puisque ça touche aux usages, ça touche aux comportements, qu'ils soient individuels au sein d'une entreprise ou qu'ils soient individuels chez soi, ça touche les usages de chacun et donc ça doit être une démarche d'hybridation. Ça doit être une démarche où vont coexister, selon les sensibilités de chacun, selon j'ai envie de dire la vitesse de chacun, des modes de fonctionnement actuels et des modes de fonctionnement nouveaux. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est l'enseignement le plus fort d'une longue expérience professionnelle, de la diversité aussi des consultants qui nous entourent, et qui permet une logique extrêmement différenciée. Tout le monde n'est pas du même modèle, tout le monde n'est pas du même moule, tout le monde n'a pas été formé selon les mêmes concepts. Certains ont des expériences professionnelles dans certains secteurs, d'autres ont une expérience de consultant, etc. Et très clairement, et le conseil de façon traditionnelle d'ailleurs, et l'accompagnement des entreprises de façon traditionnelle, croit souvent trop aux logiques de basculement, aux logiques de passer d'un état A à un état B, finalement en ayant bien défini l'état d'arrivée et en ayant la volonté de passer le plus vite possible à l'état B. Eh bien non. Pour réussir une transformation digitale, il faut surtout avoir l'esprit contraire et de se dire il y a une volonté d'évolution, il y a une volonté de transformation, il y a une volonté d'avancer, il y a une vision claire où on veut avancer, où on veut aller. Mais par contre, tout ça, c'est une démarche progressive, c'est une démarche d'hybridation, bien entendu avec toujours la volonté d'avancer et de faire que progressivement, cette hybridation va entraîner l'ensemble des process, l'ensemble des collaborateurs vers une nouvelle façon de fonctionner, mais dans une logique, et j'ai presque envie de dire dans un respect très fort du fait que tout ceci est progressif parce que c'est lié quasiment aux critères, aux caractéristiques individuelles de chacun, puisqu'au bout du compte, c'est ces comportements individuels qu'on a la volonté de changer, l'ambition de changer grâce à cette transformation. Et un point également très, très, très important, et sur lequel tout à l'heure j'ai insisté en disant finalement, le catalyseur de la transformation digitale et le catalyseur de ces différentes transformations, ce sont des innovations technologiques. Et il n'y a aucun doute de ça, aucun doute sur cela. Un petit exemple, on pourrait parler de la transformation, quoi qu'on en pense une fois de plus, mais du mode de fonctionnement des taxis, de ce qu'on a appelé l'ubérisation. Eh bien, la logique d'ubérisation n'a été possible que parce qu'on pouvait combiner, grâce aux innovations technologiques, le fait d'avoir un terminal portable, un smartphone, d'être localisable avec son smartphone, de pouvoir commander un taxi avec son smartphone, et de tout ça, de pouvoir le coupler avec ce qu'on appelle un back-office informatique, où vous êtes enregistré, où il y a votre carte de paiement, vos moyens de paiement, et donc et où il y a aussi la communauté des chauffeurs qui est référencée, évaluée, etc. Et donc finalement, c'est cette innovation technologique qui a permis de mettre en place un nouveau business model commercial pour les taxis, d'ailleurs qui s'est ajouté à celui qui existait. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, quand on parle de transformation d'entreprise, quand on parle de transformation digitale, une fois de plus, une des clés importantes, un des principes importants de réussite, c'est de mettre la technologie à sa juste place. Mettre la technologie à sa juste place, c'est se souvenir que c'est un outil, certes, qui apporte de nombreuses choses, qui permet de faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, mais ça n'est qu'un outil qui doit être complètement maîtrisé, dont l'usage doit être défini de façon maîtrisée. Par contre, si la technologie doit être à sa place en termes, à sa juste place, elle doit être à l'état de l'art. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas seulement la technologie qui permet tout ce dont on parle, c'est l'innovation technologique. Et pour qu'il y ait innovation, il faut que ce soit la technologie à l'état de l'art qui est utilisée. Et là aussi,
c'est un troisième principe donc, qui est assez fondamental. Tout à l'heure, Corinne parlait du travail hybride, qui, au moment du confinement, bien entendu, a explosé, si je puis dire, puisque c'était la seule façon pour un certain nombre d'entreprises de continuer à fonctionner. Et on s'est très vite rendu compte que, effectivement, ça permettait de travailler très vite, par exemple, de mettre en place des systèmes de téléconférence et de choses comme ça, et que au début, pendant le premier confinement, on était dans une logique d'arriver à travailler, et donc où le souci, c'était de pouvoir mettre en place ces outils qui permettaient aux gens de faire des réunions, qui permettaient aux gens d'échanger, etc., au moins de façon audio, y compris de façon visio, etc. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte, et en particulier quand le télétravail a continué selon les principes et les règles gouvernementales qui ont été édictées, et finalement où depuis 2 ans, le télétravail a pris beaucoup plus d'importance, et où là, on a vu apparaître très rapidement un niveau d'exigence très élevé. Un niveau d'exigence d'abord des collaborateurs qui voulaient des outils qui fonctionnent très correctement, qui permettent de faire un certain nombre de choses importantes lorsqu'on tient une réunion. Une exigence aussi du point de vue des employeurs quant à la sécurité. Et donc, autrement dit, on a très vite réalisé ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le digital permettait de mettre en place très rapidement une nouvelle façon de travailler qui était adaptée à une situation de crise, mais que la technologie devait être à sa place, c'est-à-dire qu'elle devait être contrôlée, ne serait-ce que pour garder des modes de fonctionnement qui restaient respectueux de la vie privée des gens, qui restaient respectueux des horaires de travail, etc. Mais en tout cas, qu'elle devait être très rapidement à l'état de l'art, parce que très rapidement, il y a un niveau d'exigence et qui fait que pouvoir le faire ne suffit pas, il faut pouvoir le faire, et que ça apporte de la valeur aux différentes parties prenantes, et que ça soit, comme je le disais tout à l'heure, nouveau, au sens que ça apporte vraiment de la valeur aussi au sens technologique du terme, et en tout cas surtout qu'il n'y ait pas le moindre dysfonctionnement quant à l'utilisation de ces différentes technologies. Voilà, alors c'était quelques principes, et une fois de plus, je les rappelle, à nouveau. Le souci de se polariser sur un objectif business, parce que l'objectif business va déterminer finalement l'état d'esprit, j'ai presque envie de dire, qui va accompagner le projet digital, le projet de transformation digitale, et une fois de plus, réduire des coûts ou développer des ventes, ou se réinventer, ou s'adapter à un client, ce sont des états d'esprit différents. C'est aussi faire appel quelquefois à des compétences différentes, même si elles sont au sein des mêmes individus, j'ai envie de dire. Le deuxième aspect, c'est l'aspect donc relatif au fait qu'on ne parle pas d'un Big Bang, mais qu'on parle d'une démarche très progressive, et en partant de l'idée qu'on va hybrider des modes de fonctionnement. Et le troisième élément, c'est de se dire la technologie doit être à sa place, mais elle doit être à l'état de l'art. Alors, je voudrais ajouter à tout ça aussi un principe, ou en tout cas une observation qu'on a faite au fur et à mesure des années d'accompagnement des entreprises. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un temps où le terme de transformation inquiète, parce que les gens sont dubitatifs, en tout cas dans nos économies occidentales, dubitatifs quant aux bienfaits des transformations. Et que finalement, je pense qu'il est important aussi de réaliser que le digital, il est au service de 3 objectifs qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre. Il peut permettre de s'adapter. Il peut permettre de faire évoluer des modes de fonctionnement, un business model, le fonctionnement de l'entreprise. Il peut enfin permettre de transformer. Et qu'il me semble aussi qu'une des clés à ajouter peut-être
pour réussir sa transformation digitale ou son projet de transformation digitale, c'est aussi de le positionner très clairement au-delà des 4 objectifs business dont je parlais tout à l'heure, au-delà de la démarche d'hybridation dont je parlais tout à l'heure, au-delà de l'utilisation de la technologie à sa place, mais à l'état de l'art, et de très clairement positionner aussi que le projet, il est soit au service d'une adaptation, donc que c'est un projet d'adaptation, ou que c'est un projet d'évolution, ou que c'est un projet de transformation parce que on remet en cause, sous la pression concurrentielle, notre offre ou la façon dont on est organisé ou choses comme ça. Donc, j'ajouterai aux quelques principes que je vous ai présentés, celui aussi de positionner clairement, est-ce qu'on vise une adaptation, est-ce qu'on vise une évolution, est-ce qu'on vise une transformation? Et je pense que c'est très important aussi pour, une fois de plus, recueillir plus d'adhésion et moins de réticence des équipes ou des personnes qui vous accompagneront dans cette démarche. Alors, je voudrais ajouter à ces parties, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu dogmatique, un petit peu principe, du vécu. Et du vécu, et comme je le disais tout à l'heure, quand on illustre les clés d'une transformation réussie ou les clés d'une action réussie, on a souvent beaucoup appris par le fait qu'on n'a pas toujours réussi. Et dans notre métier, dans nos activités, dans ces missions où finalement un client nous appelle, parce qu'il s'est lancé dans de l'évolution digitale, ou il s'est lancé dans de la transformation digitale, et elle ne donne pas les résultats escomptés, et il a besoin d'aide. Donc, ces espèces de missions que j'ai envie d'appeler des missions de sauvetage, où il faut aider quelqu'un par rapport à l'endroit où il en est, et une fois de plus, parce qu'il est très insatisfait des résultats de son action en termes de transformation digitale. Alors, j'en mentionne ici 4, je ne parlerai pas des clients, bien entendu, mais ce sont 4 expériences vécues au sein de notre entreprise, au sein de notre cabinet de conseil, donc DigiSpin, dont parlait tout à l'heure Corinne plus en détail. Le premier, c'est relatif au marketing digital et au B2B. Une entreprise qui est dans le B2B, donc autrement dit, dont les clients sont des entreprises, et qui avait décidé d'étendre sa base client, d'étendre sa part de marché, qui s'est donc tourné vers une agence marketing digital, et qui lui a mis en place un programme de marketing digital qui s'est traduit par un certain nombre d'actions, un certain nombre de postes, la volonté de toucher tout un tas d'individus, de toucher tout un tas d'entreprises. Et finalement, eh bien, cette entreprise a fait appel à nous en disant on a dépensé pas mal d'argent et on a généré très, très peu de nouveaux prospects. Par contre, on a eu beaucoup de travail je dirais, de discussion avec un certain nombre de gens qui avaient montré un certain intérêt pour nos messages, mais qui n'étaient pas du tout dans notre cible. Et donc, autrement dit, la mission de sauvetage, elle était assez simple et elle illustre le point suivant, qui est de dire, oui, le marketing digital est une innovation, de pouvoir lancer tout un tas d'actions, de campagnes, de promotion avec le digital, qui peuvent très rapidement monter à des échelles très importantes. Eh bien, oui, c'est une innovation, mais les grands principes du marketing n'ont pas changé. Et le fait que faire du B2C et du B2B, ce sont des approches marketing complètement différentes, n'ont pas changé. Parce que quand on est dans le B2B, eh bien, ça veut dire qu'on a une cible, ça veut dire qu'on vise un certain nombre d'entreprises quasiment identifiées et que le sujet, c'est de pénétrer ces entreprises qui sont quasiment sur une liste identifiée. Alors que le B2C, c'est d'envoyer des messages tous azimuts par rapport à une tranche d'âge, par rapport à une tranche de taille d'entreprise, par rapport à une tranche sectorielle, et de se dire qu'on va lancer un filet très large par rapport à la cible, au monde qu'on a défini, et que dans cette filet très large, on va progressivement ramener vers nous les gens qui sont intéressés par nos produits. Donc, autrement dit, une illustration et qui nous rappelle une fois de plus que le digital doit être un outil au service de principes qui restent fondamentaux,
qui sont ceux du marketing, qui sont ceux de la décision de sa cible client, et qu'ensuite, on met en place ces outils. Un deuxième exemple qui a trait au télétravail dont je parlais tout à l'heure. Une entreprise assez importante qui a un réseau de distributeurs et qui vend beaucoup de ces dispositifs à travers des distributeurs qui eux-mêmes les vendent aux particuliers. Le confinement arrive, il y a 2 ans, et toute la force commerciale de cette entreprise dédiée aux distributeurs avait un mode de fonctionnement assez simple, qui était de visiter les distributeurs avec des visites mensuelles, et de s'asseoir avec le distributeur, de discuter avec lui de son stock, de discuter avec lui des éléments qui étaient vendus plus que les autres, et donc de le convaincre d'accroître son stock sur tel ou tel élément. Le confinement arrive, ces vendeurs itinérants ne peuvent plus se déplacer. Qu'à cela ne tienne, on remplace la visite par un coup de téléphone. Et donc, au bout d'un certain temps, bien entendu, cette entreprise réalise qu'elle est dans un mode de fonctionnement où finalement plus personne n'est satisfait. Le commercial considère qu'il a perdu complètement le contact avec ses clients. Le partenaire considère la même chose en ce qui concerne son commercial. Les informations se distendent. Et au bout du compte, tout ça est assez dysfonctionnel, si je puis dire, aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes surtout de prévision de chiffre d'affaires. Et donc, mission de sauvetage, si je puis dire, et qui a été finalement de travailler avec ce client, toujours sur le même principe. Oui, il y a une innovation technologique qui permet de substituer à une visite le fait qu'on fait ça au téléphone, en visio, donc autrement dit, qu'on tient une réunion comme on la tenait avant, mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que lorsqu'on est dans une relation de visio, eh bien, on peut échanger un certain nombre d'informations, on peut sentir, si je puis dire, un certain nombre de choses avec son client, mais ça n'est pas du tout de même nature que d'aller dans ses bureaux, de visiter avec lui son stock, etc. Et par ailleurs, bien entendu, au sein d'une population commerciale donnée, qui donnait satisfaction, eh bien, il y a des gens qui vont s'adapter plus rapidement que d'autres à des modes de fonctionnement nouveaux. On revient à la logique d'hybridation dont je parlais tout à l'heure. Et donc, là aussi, tout le souci et toute la valeur ajoutée a été de dire, oublions un petit peu la technologie de téléconférence pour l'instant, qui bien entendu marche, est à l'état de l'art, etc. Mais reprenons fondamentalement la logique commerciale que vous avez, qui est faite effectivement de relations régulières, qui est faite de conversations avec les partenaires, mais où il y a un côté un petit peu anecdotique, si je puis dire, et puis il y a un côté beaucoup plus formalisé sur les prévisions de commandes et les choses comme ça. Et donc, on a défini avec ce client un mode de travail hybride qui faisait alterner pour un partenaire donné le fait qu'une fois sur 2, effectivement, le commercial continue à lui rendre visite et en gros travailler comme avant, mais par contre, une fois sur 2, c'était un point téléphonique, mais lui qui était très formaté et donc qui permettait d'aborder un certain nombre de questions très précises. Et puis, bien entendu, comme on change de mode de fonctionnement, et on ne fait pas que mettre en place une nouvelle technologie, une logique d'accompagnement des commerciaux sur ces nouvelles façons de travailler. Voilà. Et donc, je ne vais pas à travers les 2 autres points, mais qui sont toujours de même nature, c'est-à-dire le numéro 3, c'est une entreprise qui avait mis en place une logique de dématérialisation des commandes, des factures, des paiements. Donc, tout ça était passé en logique, je dirais, dématérialisée, en particulier accélérée par la logique Covid. Mais par contre, ça a posé très rapidement le fait qu'ils n'avaient pas traité la façon d'archiver les documents. Où devaient être les documents, où devaient être archivés. Tout le monde, c'était formidable. Il y avait beaucoup de transactions numériques qui s'étaient substituées à des transactions plus traditionnelles. Par contre, il y avait à mettre en place, puisqu'ils ne savaient plus, enfin, ils n'avaient pas défini comment archiver, quelle était la logique d'archivage des pièces qui justifiaient tous ces mouvements-là. Voilà, et puis on n'a pas le temps, donc je ne passe pas sur les derniers points, mais qui était, lui, plus lié au fait qu'un client avait mis en place de la vente en ligne
et que très rapidement avait réalisé qu'il fallait qu'ils mettent en place la logistique qui allait avec, et donc repenser complètement son approche, si je puis dire, multicanale, entre les entreprises auxquelles ils continueraient à livrer comme aujourd'hui et qui eux-mêmes seraient des revendeurs aux particuliers, et puis une autre voie pour les ventes directes, mais qui étaient nouvelles, en particulier permettant de livrer et permettant de reprendre. Voilà, donc une fois de plus, quelques principes. Hein, je ne veux pas réinsister sur le fait que c'est de l'expérience, que c'est du vécu, des principes qui sont forgés. Et quand je dis principes, ça veut dire que quand on accompagne un client, on considère que ces principes sont intangibles et que si ces principes ne sont pas mis en place, eh bien, il y a un risque majeur d'échec ou de semi-échec de la transformation. Et ensuite, un certain nombre d'expériences vécues et qui nous rappellent toujours la même chose, c'est-à-dire que, au bout du compte, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire changer, que ce soit pour l'adapter, pour l'évoluer, ou le faire évoluer ou pour le transformer, que les principes sont les mêmes et ne changent pas à l'ère digitale, les principes du marketing, les principes de la relation client, les principes de la relation employé. Par contre, il faut savoir mettre toute l'opportunité du digital au service de l'objectif qu'on poursuit. Et je voudrais terminer avec un élément fondamental parce que quand on parle d'une transformation qui peut réussir ou qui peut échouer, c'est aussi très important d'avoir en tête quel doit être le comportement de la direction, quelle que soit la direction, que ce soit le directeur ou la directrice de l'entreprise, que ce soit le chef ou la chef de service, chef ou chef d'équipe, enfin une fois de plus, que ce soit une entreprise de 3 employés ou une entreprise de 25 ou de 500 employés. Et je voudrais juste terminer avec quelques principes qui me paraissent importants. La première chose, comme je le disais tout à l'heure, n'oublions jamais que le terme de transformation, ajouté au terme digital, exacerbe l'inquiétude et quelquefois la défiance de vos équipes. Et donc, face à cela, je pense qu'il faut un principe d'éthique de management qui lui-même est exacerbé. Parce que face à cette situation et à cette sensibilité exacerbée, il faut faire encore plus attention à certains points. Et les 2 points fondamentaux, il me semble, de l'éthique de management, en tout cas dans ce cas-là, c'est la transparence et la cohérence. Transparence, c'est d'expliquer quels sont les buts précis de la transformation qu'on veut réaliser. Quels sont les buts précis, une fois de plus, par rapport aux différentes catégories dont je parlais tout à l'heure. Et aussi, être très, très transparent sur ce que ne sont pas les objectifs de la transformation qu'on envisage. Et ne pas oublier qu'il y a toujours ce souci, bien entendu, de l'impact sur l'emploi. Nous sommes dans des sociétés, nous sommes en particulier en France, extraordinairement sensibles aux impacts éventuels sur l'emploi des nouvelles approches. Et deuxième point, c'est quelle communication régulière et interactive permettra de connaître l'avancement du projet et surtout sa cohérence avec les objectifs annoncés. Le tout n'est pas d'être transparent sur ces objectifs, transparent sur ce qu'ils ne sont pas, mais aussi d'être absolument engagé à communiquer, 1, sur l'avancement et 2, sur quelques indicateurs qui montrent qu'on reste cohérent et complètement cohérent avec les objectifs qu'on a annoncés. Éthique de management. La deuxième chose, il faut absolument, tout projet de transformation digitale doit absolument inclure une logique d'accompagnement des employés parce qu'ils ont besoin de nouvelles compétences et ils ont peur, dans un certain nombre de cas, de ne pas pouvoir les acquérir et donc d'être laissés de côté. C'est toujours assez frappant dans de nombreuses entreprises, je suis sûr que vous vivez ça dans les entreprises dans lesquelles vous êtes les uns ou les autres, sur le fait que les compétences, un certain nombre de gens ont peur et pensent qu'ils ne pourront pas les acquérir. Et s'ils ne peuvent pas les acquérir, ils se sentent quelque part en danger d'être laissés de côté. Et donc, il faut absolument accompagner les gens et sur 3 points. Il faut les aider à développer l'appétit pour l'innovation, sur le fait que l'innovation apporte du bien et peut apporter du bien et pas seulement des risques, des contraintes, des inquiétudes.
La deuxième chose, c'est développer les capacités à s'adapter au changement. Nous sommes tous réticents au changement. Et donc, chacun doit être accompagné dans le fait qu'il faut qu'il apprenne mieux à s'adapter au changement et en devenir un petit peu le pilote plutôt que l'esclave, si je peux employer ce terme un petit peu violent. Et puis, bien entendu, il y a quelquefois ou souvent un certain nombre de nouveaux outils qui vont être mis en place, de nouvelles fonctionnalités informatiques. Et donc, il faut s'adapter et se développer et apprendre, être formé. Donc, appétit pour l'innovation, capacité à s'adapter et bien entendu, ce qu'on appelle hard skills, donc compétences particulières sur les nouveaux outils qui vont être mis en place. Et le dernier point, je pense, c'est qu'au bout du compte, il faut absolument que la direction traduise une culture renforcée de l'agilité. Parce qu'au bout du compte, toute l'expérience nous montre que les entreprises qui sont plus avancées en numérisation sont surtout plus agiles, parce qu'elles ont une culture qui leur permet de mieux s'adapter aux changements, et que finalement, la plus grande confiance qu'on peut avoir face aux situations d'incertitude dans lesquelles on est, c'est avoir une confiance dans nos propres capacités d'adaptation et dans la capacité d'adaptation de notre entreprise, ce qu'on appelle l'agilité. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous souhaiter bon courage pour tous ceux qui sont à même de lancer ou d'accélérer leur transformation digitale et avec quelques recettes, comme je le disais tout à l'heure, forgées par l'expérience. Et je repasse la parole à Axel, qui me regarde en me disant Oui, Eric, il ne reste que 10 tout à fait. minutes, Je me ça a été beaucoup trop long. À toi, Non, Axel. non, non, pas du tout. Il reste effectivement 10 minutes pour éventuellement que les intervenants, les participants puissent adresser leurs questions. J'ai fait un appel dans le chat à nouveau. N'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre qui est sur votre droite, la fenêtre de chat. Vous avez aussi un onglet questions qui est dédié. Et en attendant, pour justement revenir un petit peu, Eric, sur ton intervention. Donc, tu as donné des balises, encore une fois, c'était la promesse de ce webinaire, des pistes sur les clés d'organisation, un petit peu sur la mise en place de tous les projets structurants de transformation digitale. Alors, nous avons parmi les personnes qui assistent à ce webinaire, des gens qui sont issus de tout secteur d'activité. Est-ce que peut-être tu aurais des pistes pour des secteurs qui sont peut-être moins acculturés aux transformations digitales, dans des emplois de services, des emplois de siège, par exemple, sur un petit peu la façon dont ils peuvent aborder les choses, et notamment tout cet aspect accompagnement des collaborateurs dont tu parlais. Oui, absolument. Alors, deux choses d'abord. Je crois un premier point à avoir en tête, c'est que la transformation digitale est partout, parce que c'est un phénomène absolument général, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Par contre, ce qui est évident, c'est que d'un secteur à l'autre, les priorités sont différentes, les maturités sont différentes, et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il faut des approches de nature différente. Par contre, les leviers de la transformation digitale et les façons de la faire sont les mêmes, si je puis dire. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on observe aussi des maturités très différentes au sein de secteurs donnés. D'abord, à cause de la différence historique entre les entreprises, mais j'ai en tête un secteur complètement différent dans lequel nous travaillons aujourd'hui, qui est celui des coopératives agricoles, par exemple, et on s'aperçoit que l'état, par exemple, de développement digital, d'agriculture peut être différente, par exemple, dans les coopératives d'éleveurs par rapport aux coopératives céréalières et choses comme ça. Il se trouve que c'est une étude détaillée qu'on a faite, donc que j'ai en tête. Alors, tout à l'heure, Corinne indiquait là-dessus, et pour revenir à des questions, ce n'est pas du tout par rapport à des logiques publicitaires, mais c'est bien pour expliquer qui nous sommes, puisque au bout du compte, quand on présente des principes, il faut expliquer d'où nous venons, si je puis dire. Donc, la présentation de DigiSpin, ce n'est pas de la publicité, c'est surtout comprendre d'où nous parlons. Et finalement, au fur et à mesure de notre expérience, on a réalisé qu'il était fondamental qu'on se positionne sur les logiques d'accompagnement et qui commencent avec des logiques de sensibilisation, finalement. Et donc, la réponse à ta question, c'est-à-dire qu'on pense que, de toute façon, dans un certain nombre de cas, ça commence par une sensibilisation et un travail interactif, on appelle ça un petit peu des masterclass interactifs ou des ateliers interactifs, avec un dirigeant et son équipe, ou avec un ensemble de pairs, de dirigeants d'entreprises similaires, et pour finalement
discuter, parler de ce qu'est la transformation digitale, de ce qu'est l'impact de la transformation digitale sur un métier donné, et de commencer un travail un petit peu collectif sur ce que seraient les priorités et ce que pourrait être un début de plan d'action. Et ce volet, je dirais, sensibilisation, accompagnement, est un élément complémentaire qu'on est en train de vivre avec un certain nombre de gens ou de métiers différents, et qui est assez fondamental par rapport à la question que tu poses. Et une fois de plus, selon les cas et selon les secteurs, ça peut être très positif d'avoir une réunion et un travail avec des pairs, c'est-à-dire par exemple avec les dirigeants plusieurs dirigeants de cabinets d'expertise comptable ou plusieurs cabinets d'avocats, je prends cet exemple parce qu'on travaille dessus, ou alors une entreprise qui est déjà un tout petit peu plus avancée, qui en est dans les phases de sensibilisation et qui, par exemple, où quelqu'un a été chargé de la transformation digitale et on fait ce genre d'activité avec lui et son équipe. Et dans tous les cas, c'est pour partager ce qu'on vient de faire aujourd'hui, un certain nombre d'expériences, de vécus qu'on peut leur apporter, et puis de commencer ce travail d'intelligence collective dont parlait en particulier Corinne tout à l'heure, sur les étapes, plan priorité en particulier, et plan d'action potentiel et éventuel. Pour compléter ce que dirait Eric, j'ai moi-même un client qui m'a sollicité il y a quelques mois en me disant comment faire, enfin quelques semaines plutôt, pardonnez-moi, comment faire. Moi, je suis persuadée qu'effectivement le digital peut nous apporter beaucoup, que ce soit au niveau commercial, on doit plus travailler comme avant, que ce soit au niveau de la manière dont on peut communiquer avec nos clients, etc. Mais mes collaborateurs, c'est toute une petite entreprise, une start-up qui s'était créée, qui avait 7-8 collaborateurs. Mais comment faire pour entraîner mes autres associés? C'est-à-dire qu'ils sont pas encore convaincus, je vais les convaincre. Donc, typiquement, ça répond à ce que tu dis, c'est-à-dire que, Eric, voilà, c'est les mettre tous ensemble, travailler ensemble et leur montrer au travers des exemples ou par l'illustration de leur père. Voilà, c'est comme ça que les entreprises sont entraînées. Et les plus petites, parce que pour certaines, on a encore le temps. On a encore le temps, mais le temps qui passe peut être aussi les desservir complètement et faire en sorte qu'elles ratent certaines étapes et que certains de leurs concurrents, confrères ou pourquoi pas de nouveaux entrants leur passent devant. Voilà. Ok, merci infiniment Eric. Corinne, je fais un dernier appel à questions parce qu'on arrive vraiment à l'issue du temps qui nous était alloué pour ce webinaire. S'il y a vraiment une ultime intervention, question sur tous les sujets sur lesquels Eric vient d'intervenir, les précisions de Corinne, n'hésitez pas. Je pense que ce n'était pas le cas. Bon, écoutez, merci à tous les deux, Eric, Corinne, pour ce webinaire. Merci à tous les participants qui nous ont suivis. Je vous rappelle que nous organisons une série de webinaires dans le cadre du programme Académie digitale des PME qui a été présenté en début d'intervention. Vous êtes régulièrement sollicités. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur ce qui vous intéresse ou sur notre site internet. Vous retrouverez tous nos événements sur la page d'événements du site de la CPME. Il me reste à vous souhaiter tous une bonne journée, Eric, Corinne, ainsi que tous nos participants à cette session. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.